Bienvenue à toutes et tous pour ce TEDx de Noël. Aujourd'hui, Stéphane et moi, on est plus que ravis de recevoir Eléa Péton, qui est déjà passée par la case Tours il y a 1 an et demi lors du tremplin du camping des speakers. Donc, on est vraiment très, très content de la recevoir aujourd'hui. On est fanat d'elle et de son sujet, et s'il y a été la solution pour comprendre la langue des signes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas TEDx, quelques petites précisions. La séance sera filmée, photographiée, donc n'hésitez pas à nous faire signe si vous ne souhaitez pas vous retrouver sur les réseaux. On partage ensuite les photos sur Insta, LinkedIn et Twitter. Donc voilà, faites-nous signe. Et nous vous invitons, post-présentation, à venir rester, poser des questions, discuter et puis refaire le monde surtout. On est là pour ça. Autour d'une petite pizza et des boissons. Nos sponsors de toujours, et encore un très grand merci à eux. C'est grâce à AppSitOp, Ascensi, MAM et notre sponsor secret que nous pouvons ramener dans nos bagages les speakers dont Eléa aujourd'hui. Donc merci à eux d'offrir son hébergement et son déplacement. C'est aussi grâce à eux du coup qu'on peut partager quelques petites choses à grignoter post-conférence et qu'on peut bénéficier de cette superbe salle, la Marie-Laure, on l'adore. Le calendrier côté Place Tourangelle, le 19 décembre, donc dans une semaine, le Touron Computer Tour Club s'allie à l'AFUB Tour pour faire une soirée commune. Ça se passera, je crois, mais allez quand même faire un tour sur les détails au Crafty, qui est situé place de la Résistance à Tours. Donc voilà, n'hésitez pas, je crois que c'est sur Meetup que se font les inscriptions et généralement ça part assez vite. Et nous, on se retrouve en janvier, encore pour un sujet d'IA, mais pas tout à fait la même approche. C'est David Pilato qui va nous rejoindre le 23 janvier et qui va nous parler de la recherche à l'ère de l'IA. Et on va aborder notamment tout ce qui est reconnaissance de musique. Donc, c'est super bien fait. Il vient d'Elastic. Il va nous présenter un petit peu tout ça. Donc, c'est pareil. On vous attend à ce rendez-vous-là. Sans oublier la conférence tech de Touraine qui va avoir lieu sur 2 jours encore cette année, les 8 et 9 février. C'est un jeudi et un vendredi, je crois. Il y a encore des places qui restent, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure. Le programme, va bientôt être dévoilé. Et spoiler alert, ça va être très très cool. Donc voilà, venez nous rejoindre. De notre côté, Stéphane et moi, on est disponibles pour toute idée de soumission de sujet, que ce soit de votre part ou des idées de sujets que vous aimeriez qu'on vous ramène côté TEDx. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents handles. Et encore un grand merci à Roxane pour nous avoir fait l'identité visuelle de TEDx, parce qu'on le répète, mais Stéphane et moi, si on avait dû le faire, ça aurait été un truc pas très joli, un peu lamentable. Donc, un énorme merci à elle. Et maintenant, nous passons la main à Eléa Péton et on vous laisse avec ce petit cadeau bonus du petit lapin de Noël, le fameux petit lapin de Noël. Eléa, c'est à toi. Vraiment construire les produits d'entraînement et de déploiement de modèles d'intelligence artificielle, donc qui gère vraiment toute la partie infra. Et nous, on est l'équipe AI Solution. Et pour le coup, ce qu'on va faire, c'est créer des verticaux sur ces produits. Donc, créer des solutions un petit peu plus software, mais également des tutoriels pour accompagner nos clients sur nos différents produits. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, au programme, déjà, on va définir les objectifs. Pourquoi ce sujet? Comment l'amener? Par où commencer? Ensuite, on va s'intéresser au jeu de données utilisé. Donc, le jeu de données ASL, donc pour American Sign Language, et on va voir comment le trouver, parce que c'est un jeu de données open source, donc vous pourrez également le manipuler de votre côté, si vous le souhaitez. Non, parce que j'ai ça depuis tout à l'heure, et j'oublie d'utiliser. Ensuite, on va tester une première solution, et spoiler, on va voir que c'est pas forcément top, c'est pas forcément hyper inclusif, et elle peut se tromper pas mal, cette solution. On va donc parler de data augmentation pour voir comment, à partir de notre donnée, on peut en fait réussir à avoir un modèle plus performant par la suite. En effet, souvent on se dit qu'on veut le plus gros modèle possible, avec le plus de couches à l'intérieur, un modèle relativement complexe pour qu'il soit en fait bon. Et ce n'est pas forcément le cas. Ça passe avant tout par la donnée qualitative, de la donnée pertinente et surtout de la donnée diversifiée. Donc on verra comment, à partir d'un jeu de données existant, en fait, on peut augmenter nos données et parvenir en fait à un jeu de données un petit peu plus diversifié et qualitatif.
On parlera entraînement du modèle, comment l'entraîner, de quoi on a besoin, de quel type de carte graphique par exemple, quels outils on peut utiliser pour entraîner un tel modèle. Et on parlera également comment déployer une app d'IA. Alors une app relativement simple, un petit web service, on verra comment le faire, quelle techno encore une fois utiliser et en se basant sur quel type d'hardware. Et enfin, on testera de seconde solution, donc je la testerai de mon côté et vous pourrez la tester vous aussi par la suite. Alors tout d'abord, les objectifs. Il y a un peu plus d'1 an de ça, on parlait avec une collègue, on aimerait bien en fait travailler sur un sujet conjoint, donc data IA. Elle est côté data, donc voilà, elle s'occupe un petit peu de tout ce qui est analytics, data processing. Moi, j'étais sur la partie IA et on voulait créer en fait quelque chose conjointement, lier nos deux métiers, mais on voulait que ce soit quelque chose d'inclusif, en tout cas qui touche un petit peu au monde et au domaine médico-social. Elle, la langue des signes l'intéressait énormément et donc on est parti sur ce sujet-là. Et là déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs langues des signes différentes, que c'était assez complexe, que ce n'était seulement pas les mains qui signaient, mais également le visage. Ça se joue beaucoup sur l'expression faciale. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est bien plus complexe que ce qu'on pouvait penser de manière assez naïve. À partir de ce moment-là, on s'est dit, on a besoin d'un jeu de données. Mais on voulait publier, après nos résultats, on voulait publier sous forme de tutoriel. Donc, pour des raisons dues à notre entreprise, entre guillemets, on a dû partir sur un jeu de données open source. Alors, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser, vous, par la suite. Ce jeu de données, il s'appelle American Sign Language Letters Dataset. Il a été créé par David Lee et vous pouvez le trouver en fait sur le site RoboFlow. Ce jeu de données, il est composé donc des 26 lettres de l'alphabet, signées donc dans la langue des signes américaine, et donc composé de 1728 images et 26 classes correspondant aux 26 lettres de l'alphabet. Concernant le dataset, comment sont labellisées ces images, comment entre guillemets sont étiquetées ces images? Et bien tout simplement, vous aurez autour de chaque signe une bounding box, donc une boîte englobante qui va venir encadrer la main et le signe en particulier. Et à la fin, vous aurez également la lettre. Ce que va me retourner mon modèle, c'est ça. La boîte, la lettre, et à côté, ce que vous voyez, c'est le score de confiance. À quel point, globalement, il est sûr que ça soit cette lettre-là à cet emplacement-là. Si vous voulez avoir un aperçu, un petit échantillon du jeu de données, voilà ce qu'on peut avoir. Donc, les lettres de A à Z, sur des fonds, donc globalement à l'intérieur. Alors, je vous le dis maintenant, on verra après l'importance du foreground, du background, donc les mains, la couleur de peau, on y reviendra par la suite. Mais globalement, c'est ce que j'ai à ma disposition. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de l'object detection. Si on parle de toute la partie computer vision en IA, donc tout ce qui traite globalement de l'image, de la vidéo, il existe ces différentes tâches. Donc la classification classique, on vient juste catégoriser une image en fonction de sa classe. Si on va plus loin, on part sur l'object detection. Donc en gros, on rajoute la localisation en détectant plusieurs objets. Et enfin, on a la segmentation d'images, avec ou sans instance. Globalement, on vient faire le contour des objets et par la suite, on est même capable de distinguer le chat numéro 1 du chat numéro 2. Nous, aujourd'hui, on va passer donc sur l'object detection pour notre cas d'usage. Il existe plein d'autres techniques. Il y en a que vous pouvez voir également avec des points qui viennent donc en fait suivre le mouvement des mains, des articulations. C'est beaucoup utilisé sur tout ce qui est pose des personnes et comment les personnes se déplacent par exemple dans une pièce. Voilà, il existe plein de technologies, encore une fois, là c'est selon votre besoin. Quel algo on va utiliser? Et bien encore une fois, on se base sur des solutions open source. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe plein de modèles, entre guillemets, sur étagère, prêts à l'emploi, qui sont très performants et des fois, ça va être plus coûteux en termes de temps de créer votre propre modèle. Par contre, il va falloir adapter ce modèle d'intelligence artificielle à notre cas d'usage et aussi potentiellement l'optimiser en fonction de notre besoin. Aujourd'hui, on va partir sur la famille YOLO, donc pour You Only Look Once. C'est-à-dire que l'algo va passer de manière très rapide une seule fois sur l'image et va pas la balayer plusieurs fois comme des algorithmes plus classiques. Ça permet de détecter donc plusieurs objets sur une même image ou sur une même vidéo en temps réel et cette famille d'algo est relativement connue pour sa rapidité et sa précision.
Nous, on va se baser sur YOLO V7, donc le 7e de la famille. Aujourd'hui, il existe YOLO V8. Et comme ça va très vite, je pense que dans quelques mois, vous entendrez parler du YOLO V9. Comment faire? Aujourd'hui, l'algorithme YOLO, il est entraîné de base à détecter des objets de la vie courante. Donc, il est habitué à détecter 80 classes différentes. Donc, ça peut être un avion, un shot, la nourriture. Donc, c'est très diversifié. Mais la langue des signes, globalement, il ne connaît pas. Donc, il va falloir réentraîner notre modèle pour lui dire, OK, maintenant, tu sais, par exemple, détecter un humain. On va t'amener sur quelque chose d'un petit peu différent. Mais tu vas te baser sur tes connaissances pour apprendre à reconnaître des signes. Ensuite, on va vouloir faire de la détection temps réel, donc c'est-à-dire être capable de détecter un signe à un temps T. Et enfin, on va vouloir afficher les résultats. Alors, on verra que dans un premier temps, on va avoir cette boîte englobante autour de notre image avec donc le label, par exemple ici W, et le score de confiance qui est de 89%. Ensuite, on va venir écrire nous ces lettres, puisqu'on n'est pas encore vraiment sur la langue signée avec de la vidéo. On va être sur de l'image dans un premier temps. Et on va tout simplement essayer de former un mot. Ce que je vous propose, c'est qu'on teste cette application, en tout cas la première version, et on verra en fait ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, tac, donc je vais l'ouvrir. Ok, donc vous allez me voir théoriquement en double, c'est normal. Mon but aujourd'hui, c'est d'écrire par exemple hello, un mot relativement simple. On a dans ce mot-là donc 5 lettres, mais 4 lettres différentes, puisqu'on a 2 fois le L. Et on va voir en fait ce que tout simplement mon modèle est capable de détecter. Là, je vais le faire en photo. On va prendre photo par photo et on va essayer de former un mot. Alors, je vais commencer par le H. OK, donc pour le H, c'est bon. On peut s'attarder sur le score de confiance qui est de 0,25, donc 25%. Et on verra qu'on pourra, voilà, c'est faible. Et justement, tout à l'heure, en fait, on pourra avoir un regard critique sur ces scores-là. Tac, je vais essayer donc le E. Alors, vous allez peut-être me moquer de moi parce que c'est assez compliqué à faire, mais si vous essayez tout à l'heure, vous verrez qu'il y a des signes, en fait, où ça demande beaucoup de souplesse, entre guillemets, et de coordination que je n'ai pas forcément. Donc là, c'est le E. Alors, on voit qu'il y a eu en dessous un O et un M. On est un peu loin du hello. On va continuer en essayant, pour le coup, avec le L. OK, donc le L, pas mal. Un score de 91%. On est content. Donc le deuxième L, on se part toujours du principe qu'on essaye d'écrire le mot hello. OK, 86%. Et enfin, le O. OK, donc on a bien un O avec 28%. Globalement, ici, ce qui a posé problème, c'est le E, parce qu'on a un OM qui a été formé. Donc j'ai nettoyé mes résultats et on va passer un petit peu à l'analyse de ce qui s'est passé. Alors avant toute chose, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai fait pour la toute première fois à la base cette démo-là, c'était en visio et j'étais devant donc Stéphane et ma manager. Et donc je fais ma démo, je teste et j'avais globalement un fond similaire à celui-là, un mur blanc, il y avait quoi, un miroir derrière et c'est tout. Et au moment où j'écris, je ne sais même plus quel mot, j'ai une boîte englobante qui se forme autour de ma tête et qui est labellisée comme la lettre Q. Je ne vais pas détailler plus. À la limite, c'était en interne. J'ai fait un meet-up en visio il n'y a pas très longtemps avec notamment des personnes qui étaient d'origine, il y avait des Français, mais il y avait des Japonais, des Canadiens. Donc, ça m'est arrivé. Vous pourrez le retrouver sur YouTube si jamais vous voulez rire. Le problème, c'est que du coup, les Japonais et les Canadiens n'ont pas forcément compris puisqu'ils parlaient pas français. Les Français ont bien rigolé, du coup, moi, un peu moins pour le coup. Mais on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Alors déjà, on l'a eu, les lettres qui ne sont pas bonnes. C'est arrivé pour le E. Il y a même eu une superposition entre le O et le M. Le modèle était vraiment confus. Il ne savait pas ce que c'était et il a détecté des trucs complètement absurdes. Ensuite, il y a les faibles précisions. Tu l'as dit tout à l'heure, c'était très faible. Là, on l'a remarqué encore. Et dans cet exemple-ci, c'est-à-dire que le modèle détecte la bonne lettre, oui, mais globalement, il n'est pas sûr de lui.
Et enfin, il y a la reconnaissance donc, de faux objets. Là, il faut avoir un peu d'imagination. Visiblement, il reconnaissait la lettre L, et donc ça, c'est pas possible. Donc c'est bien loin de ce qu'on attendait. Maintenant qu'on a identifié le problème, la question c'est pourquoi. Pourquoi? Et c'est vrai que moi, j'étais partie, j'avais mon jeu de données, hop, j'entraîne mon modèle, mes perfs à la fin sont bonnes, puisque mes données de test sont similaires à mes données d'entraînement et de validation. Donc je me dis, ok, parfait, presque on va en prod, quoi. Pas vraiment. Quand on fait des tests après dans la vie réelle, ça ne marche pas pareil. Première remarque, la base de données est très petite. C'est 1728 images. Déjà, on les sépare en 3 pour nos bases de données de train, donc d'environ 70%, de validation 20% et de test 10%. Donc déjà, ça s'est splitté en 3. Et ensuite, il faut tenir compte également qu'on a 26 classes. Donc c'est encore reséparé. Et en fait, ça fait déjà très peu d'images par classe, et donc forcément, le modèle n'a pas vu assez de choses, si vous voulez. Ensuite, il y a un gros manque de diversité dans le jeu de données. Pourquoi? Au niveau des arrière-plans, c'est très peu varié. C'est-à-dire qu'on a essentiellement, si on regarde, du bois, des murs blancs, on est à l'intérieur de la maison. Donc, c'est des arrière-plans qui restent très similaires. Également, donc, la luminosité et les expositions sont les mêmes. On a surtout un même type de main, c'est-à-dire que c'est la même couleur de peau, parce que c'est la même personne qui a construit le dataset. On n'a pas tout ce qui est tatouage, bijoux ou autre. Et il n'y a pas assez de diversité dans les premiers plans. Je vous racontais tout à l'heure ma tête labellisée comme la lettre Q. Pour le coup, il n'a jamais vu de tête, le modèle, si on regarde dans le jeu de données. Et ça pose un réel problème. C'est-à-dire que même si dans votre environnement, vous voulez, je ne sais pas, détecter un objet en particulier, ou je ne sais pas, chez vous, c'était le projet que j'avais fait à l'école, on détectait les fruits et légumes pour proposer des recettes anti-gaspi. Mais si à un moment, il y a une main à côté et que mon modèle n'a jamais vu de main, ça peut être interprété comme une carotte. Pareil, s'il y a un mug à côté avec un dessin potentiellement de fruits, ça peut arriver. Et à ce moment-là, il faut en fait entraîner le modèle à lui dire c'est rien. Globalement, que le modèle voit ces objets comme n'étant pas labellisés. Et du coup, en fait, il sait que ce n'est pas cet objet en question. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté. Maintenant, pour pallier ces différents problèmes, il faut trouver une solution. Et il faut réussir à diversifier tout ça et en fait à avoir un jeu de données un peu plus diversifié et plus qualitatif. Moi, au départ, ce que j'ai fait pour entraîner mon modèle, c'est ça. Je suis partie de mon jeu de données, je suis allée le mettre dans un bucket côté Object Storage. J'ai initialisé mon modèle, je l'ai entraîné dans mon notebook et surtout, je suis passée par cette étape qui est super importante, c'est la validation. C'est-à-dire que je prends des données que le modèle n'a jamais vues et globalement, à partir de ce moment-là, j'aurai un score de confiance, une précision qui va être proche de celle de la vérité terrain. Or, mes données de test étaient très proches de mes données de validation et de training. Donc, le score était bon. Donc, je me suis dit, ok, let's go. Et pas du tout. Parce que quand j'ai exporté mon modèle, que j'ai construit mon app, que je l'ai déployé, j'ai bien vu qu'en temps réel, sur moi, et sur vous dans la salle, si vous voulez tester après avec des fonds différents, ça va marcher beaucoup moins bien. Ce qu'on a donc décidé avec ma collègue à ce moment-là, c'est d'inclure la partie data. On est toujours parti de notre jeu de données de base, mais là, on passe par une phase de pré-processing. C'est-à-dire qu'on va venir prendre nos images et qu'on va les transformer. Alors, les transformer, on va voir comment. On peut jouer sur la luminosité, on peut jouer sur l'exposition, on peut jouer sur le cadrage. Dans la vraie vie, l'image, elle n'est pas toujours parfaite. Ce n'est pas toujours cadré au milieu de la main. Il peut y avoir notre tête à côté. On peut bouger un peu, l'image peut être floue. Il peut y avoir, je ne sais pas, beaucoup de lumière ou très peu. Et donc, dans la vraie vie, les images, elles ne sont pas parfaites. Et on va repartir sur la même chaîne, on va réentraîner le modèle, sauf que maintenant, on va comparer les deux. Déjà, on va voir si le niveau perf, c'est mieux. Au niveau de chacune des classes aussi, comment ça a évolué. Et on va venir réexporter, réinjecter ce modèle dans l'application et retester à la fin. On va passer à la data augmentation. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà jusque-là. OK. Globalement, notre question, c'était comment élargir rapidement mon ensemble de données. Les images, c'est des fichiers lourds, la plupart du temps. Donc, à manipuler, ce n'est pas le plus simple. On préfère largement manipuler du texte.
et on voulait le faire assez rapidement. Donc, on s'est dit déjà de quoi on a besoin. Alors, on s'est dit on peut demander de nouvelles images à nos amis de leurs mains pour avoir un truc un peu diversifié. Bon, ça prend du temps. Il y en a qui nous ont envoyé des images, pas tous, parce que c'est un peu chiant à faire, on ne se cache pas. Donc, bon, pas forcément la meilleure solution. On s'est dit, on va photoshopper les images. Vas-y, on prend une image d'une main, je sais pas, d'une personne blanche, on la transforme en une main colorée, ou alors on change carrément le background, ou alors on change l'exposition. Ouais, non, pareil, on ne sait pas faire. Et puis, on travaille dans la data et dans l'IA, donc on va prendre un truc qu'on connaît. Globalement, ça va être d'augmenter les données à l'aide d'un outil en fait dédié, d'un outil fait pour ça. Pour ça, on va prendre notre dataset d'origine, donc le ASL dataset. On va y ajouter un dataset personnalisé. Donc, comme j'ai dit, il y a quand même quelques collègues qui nous ont pris des photos, notamment avec des mains tatouées, avec le visage à côté. Donc ça nous a vraiment aidé, parce que sinon, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Et en fait, on va surtout augmenter après nos données. Donc, on va diversifier notre dataset, comme je vous ai dit. On va en fait jouer sur les images existantes et sur les nouvelles données. Comment? Avec des techniques de traitement d'image relativement classiques. Ici, on a l'original. La langue des signes, elle se parle avec les deux mains. Donc déjà, on va faire un miroir, donc un flip horizontal. Un glissement, comme je vous disais, l'image n'est pas toujours parfaitement cadrée. Ensuite, jouer sur tout ce qui est luminosité, saturation, bruit, flou et contraste. Et ça, on le fait sur les données que j'ai là et sur mes nouvelles données également. Moi, j'étais partie sur du traitement d'image classique. C'est-à-dire, je prends les libs Python, donc OpenCV, Pilo, Scikit-Image, et je fais mon traitement d'image. Alors, attention, pas sur toutes. Parce que si on le fait sur toutes, mon modèle va commencer à surapprendre. Le phénomène de surapprentissage va faire qu'il va croire absolument en une vérité générale, qui n'est pas forcément la bonne, et on va rentrer dans le cas qu'on ne veut pas, c'est-à-dire que le modèle va être sûr de lui, alors qu'il a complètement tort. Donc on fait attention, on ne le fait pas sur tout, on le fait sur un petit échantillon de données à chaque fois. Et ma collègue m'a dit, attends, moi j'ai un outil pour faire du data processing, je vais le faire avec du traitement d'images distribuées avec Spark. Elle, ça a pris 2 minutes, moi, ça a pris 2 heures. Donc, vous choisissez la solution. Ça permet vraiment de faire du traitement de données, peu importe lesquelles d'ailleurs, sur CPU et d'aller en fait relativement rapidement. Le fait est qu'on a obtenu de nos datasets personnalisés avec du traitement d'images et avec du coup les anciennes données, on a eu un dataset résultant avec les données augmentées. Donc, c'est-à-dire que ça y est, on a entre guillemets augmenté la taille de notre jeu de données, mais ce n'est pas tout, on l'a aussi diversifié pour qu'il soit plus qualitatif et un petit peu plus inclusif. En termes de chiffres, on est passé donc, là je vous parle des 1700 données de base, avec donc splitté en train, validation et test, à x1,4, donc presque 1,5, avec donc les chiffres que vous voyez juste là. En gros, on est passé de 1700 images à 2300. Alors, c'est pas énorme, mais on verra qu'on a quand même déjà une nette différence sur les perfs et que même si le modèle n'est pas encore parfait, évidemment, c'est quand même une nette amélioration. Maintenant, il faut qu'on a nos données augmentées, il faut entraîner ce modèle d'IA. Et notamment pour des modèles d'image de détection d'objets, ça demande un peu de puissance de calcul. Et pour ça, on a besoin de GPU. Alors, moi, je l'ai fait dans le cloud. Au hasard, je travaille chez OVH, donc j'ai pris l'infra qu'on avait sous le coude. C'était plus pratique. Et pour ça, on a 3 outils dédiés au training et au déploiement de modèles d'intelligence artificielle dans le cloud. Globalement, AI Notebooks, qui s'adresse surtout à des profils data scientist, on va venir faire un peu d'analyse exploratoire de la donnée, construire le modèle, tester, train, valider potentiellement. Une fois qu'on est sûr de l'archi de notre modèle, on peut utiliser AI Training pour, par exemple, sérialiser nos entraînements ou dire, je ne sais pas, tous les lundis matin, j'ai mes nouvelles données, hop, je lance un entraînement automatique du modèle pour le mettre à jour. Enfin, on a AI Deploy pour déployer un modèle dans le cloud. Donc là, c'est pour de l'inférence, pour rendre en fait l'app, l'API, tout ce que vous voulez, disponible et accessible en se basant sur la puissance des GPU. Ce que je vous propose, c'est de passer du coup à AI Notebooks.
Alors, on ne va pas détailler forcément tout le code en détail, mais on va voir quelles sont les principales étapes pour pouvoir entraîner un tel modèle. Alors, hop, je vais accéder à mon notebook. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé du Jupyter Lab. Ouais. Voilà. Globalement, l'avantage du notebook, c'est qu'on peut rajouter à la fois du code, du texte, des images. Enfin, c'est pas mal pour illustrer, c'est pas mal pour travailler en équipe également. Donc voilà. Hop, OK. Alors là, il est vraiment sous forme d'un tutoriel puisqu'il y a toutes les étapes. Encore une fois, ça c'est disponible en open source. Je vous ferai tous les liens après si vous voulez les réutiliser. Globalement, ce qu'on va faire, c'est suivre les principales étapes. Ici, bon, j'ai juste commencé par télécharger mon jeu de données initial puisque j'en avais besoin. J'ai cloné le repo GitHub YOLOv7, encore une fois pour avoir accès au code, et j'ai installé les dépendances. Donc là, globalement, c'est toutes les installations de base avant de commencer à manipuler. Ensuite, première étape, importer mes dépendances. Il en existe plusieurs en intelligence artificielle. Pour le coup, là, c'est du PyTorch, parce que le modèle, en fait, est particulièrement adapté à ce framework-là. Encore une fois, pour des algos de détection d'objets, vous pouvez utiliser du TensorFlow. Et maintenant, il y a des nouveaux qui arrivent comme JAX. Tout dépend de ce que vous avez besoin, globalement. Je me log à Wait&Be, donc ça c'est pour Weight and Basis. On verra tout à l'heure que c'est un petit tracking de modèles qui va nous permettre de comparer nos modèles. C'est assez pratique, c'est-à-dire que entraînement après entraînement, ou si vous lancez des entraînements en parallèle, vous allez pouvoir voir quel est le modèle, le meilleur modèle. Et surtout, comme c'est du tracking en temps réel, vous allez pouvoir voir si à un moment vous avez un phénomène de surapprentissage ou autre, où le modèle ne converge plus, et du coup stopper le training. Hop, donc j'initialise mon projet et surtout, je vérifie bien que j'ai un GPU de dispo. Donc là, pour le coup, une Tesla V100S, ça va suffire pour entraîner ce modèle-là. Encore une fois, on essaye de ne pas prendre des trop grosses cartes, évidemment, dans la mesure du possible. Si vous entraînez un LLM ou vous le fine-tunez, je me doute bien qu'il va falloir un truc un petit peu plus performant. Mais voilà, pour le coup, là, dans notre cas d'usage, c'est amplement suffisant. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est ouvrir le fichier data.yaml. Donc, c'est un fichier que je vais juste vous le montrer après, qui va permettre en fait de renseigner les infos pour le modèle, globalement, où se trouvent mes données d'entraînement, de validation de tests, mes classes, etc. Hop. Donc, alors là, j'ai toutes les parties tests, donc, où j'avais mes jeux de données de base, mes jeux de données augmentés, etc. Hop, je prends, c'est le base augmente, data fin, donc pour le data final, et donc dans mon data.yaml, j'ai, comme je vous le disais, les chemins d'accès à mes différents jeux de train, valide et test, mon nombre de classes 26, tout simplement les noms de mes labels qui permettent en fait de donner mes infos à mon modèle. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est regarder la config de mon modèle. Donc ici, je viens ouvrir le YOLOv7.yaml. Globalement, vous pouvez customiser les couches si vous en avez envie. Là, je l'ai utilisé tel quel, parce que c'était suffisant. Encore une fois, vous pouvez personnaliser donc, les dernières couches ou non, tout dépend si vous voulez faire du fine-tuning, transfer learning. Là, ça dépend du use case. Et enfin, étape importante, c'est que je viens récupérer les poids de mon modèle YOLOv7. Globalement, qu'est-ce qui se passe quand j'entraîne mon modèle YOLOv7 sur le jeu de données de base? C'est le jeu de données Coco. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 80 classes, des objets de la vie courante, des pommes, des chiens, des avions, des bus, un peu de tout, globalement. Et grâce à cet entraînement-là, mon modèle, il a acquis une certaine connaissance. Et à la fin, j'ai pu exporter ces poids. Globalement, dans mon réseau de neurones, chaque neurone va avoir plus ou moins d'importance et va être plus ou moins connecté au suivant. Donc, entre tout ça, c'est des fonctions mathématiques. Mais globalement, il faut se dire que certains ont plus d'importance que d'autres. Et si j'exporte ces poids-là, c'est que j'exporte la connaissance de mon modèle. À quoi ça sert? C'est comme nous. Par exemple, si on veut apprendre une autre langue et qu'on en connaît déjà l'alphabet, c'est plus simple. Si demain, je veux apprendre l'espagnol que je ne connais pas, ça risque d'être plus simple que si je veux apprendre le mandarin, parce que j'ai déjà la connaissance de l'alphabet. Idem, si vous voulez apprendre un second instrument de musique et que vous connaissez le solfège, c'est plus simple. C'est le même principe pour un modèle. Si la tâche n'est pas trop différente, donc la détection d'objets sur des mains,
il a déjà vu des êtres humains, ça reste similaire. Donc, c'est pertinent d'aller utiliser sa connaissance. Quels sont les avantages? Mon modèle, en général, converge plus vite. Il y a des connaissances de base, j'ai besoin de moins de temps d'entraînement et du coup, c'est moins coûteux parce que je consomme moins de GPU. Donc, j'ai envie de dire tout bénef. Encore une fois, tout dépend du use case. Hop, donc j'ai téléchargé mes poids. Là, j'avais fait mon premier entraînement. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est les résultats qu'on obtenait. J'avais obtenu des courbes. On pourra les comparer tout à l'heure et les expliquer. Et après ça, je m'étais dit, bon, du coup, data augmentation, c'est parti. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé des nouveaux répertoires et donc j'avais appliqué mes transformations. Donc là, c'est moi qui me les ai fait, entre guillemets, à la main. Avec la partie Spark, évidemment, on augmente en termes de perf, on va beaucoup plus vite. Hop, donc là, c'est toute la partie data processing. Encore une fois, je vous filerai les liens vers les codes à la fin. Et l'avantage de YOLO V7, c'est que tout est déjà créé. Donc en fait, pour lancer un training, c'est une ligne de commande et ça va relativement vite. Je viens juste chercher mon fichier Python train, donc .py, qui me permet de lancer mon entraînement. J'ai exactement la même chose pour faire du detect, du export, du test. Globalement, tout est packagé pour. Mon nombre de workers, mon device, donc 0, c'est pour 1 GPU, mon batch size, le lien donc, vers mon data.yaml pour que mon modèle chope les infos dont il a besoin. La taille de mes images, je demande du 416 par 416. L'architecture de mon modèle, donc je viens la chercher dans mon fichier YAML que je vous ai montré tout à l'heure puisque j'ai décidé de ne pas customiser. Mes poids exportés, puisqu'on fait du transfer learning. Les hyperparamètres. Le projet Weight and Biases, dont on parlera juste après. Le nom de l'entraînement et le nom d'époque, ici 200. Donc 200 en faisant du transfer learning, ça a pris quelques heures, mais ça reste correct. Il faut savoir que certains modèles de détection d'objets, ça peut être sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Encore une fois, tout dépend ce que vous voulez en faire, sur le type de données également. Ce que je vous propose, c'est tout simplement d'accéder en fait à Weight and Biases et qu'on puisse en fait comparer nos résultats. Hop, pour ça, je vais revenir donc sur mes slides. Alors, Weight and Biases, ça va être... je pense que j'avais le lien. C'est pas grave. Weight and Biases, ça va être un outil de tracking que je vous montrerai du coup après. Je vais réouvrir du coup l'interface qui va vous permettre en fait de traquer plusieurs modèles en même temps, ou les uns à la suite des autres, et de comparer les résultats. Ici, donc en jaune, j'ai la courbe issue de mon second entraînement et en noir de mon premier. Là, je mesure donc des métriques qui s'appellent Precision and Recall, donc la précision et le rappel. Ça va permettre en gros de vérifier à quel point mon modèle est accurate. On peut voir que sur mes données augmentées en jaune, on a quand même une précision qui est bien plus élevée que sur la courbe noire, et idem de l'autre côté. En fait, on gagne vraiment ici au niveau de la précision du modèle. Mais ce n'est pas les seules métriques qu'il faut regarder. En effet, on peut aussi comparer les maps. Donc, les maps, ça va permettre globalement c'est pour Mean Average Precision, ça permet également de vérifier en fait l'accuracy. Globalement, ça se calcule, ces métriques se calculent différemment, puisqu'on va regarder plusieurs choses. On va regarder les boîtes englobantes. Est-ce que ma boîte détectée par mon modèle est bien superposée à celle de la vérité terrain? Sinon, globalement, on calcule l'écart entre les deux. Donc, toutes ces métriques se calculent comme ça. Je vous donnerai après les formules savantes pour les calculer. Globalement, on va parler de tout ce qui est faux positif, faux négatif, faux positif, etc. Et encore une fois, on voit que sur mon jeu de données augmenté, on est quand même meilleur pour les deux. La précision, c'est bien. Maintenant, il faut voir la perte. Alors, premier test sur mes données d'entraînement. On voit qu'on a quand même moins de pertes. Alors, attention, il y a toujours une notion d'échelle. Si vous ne voyez pas, là, on est à 0,007 et 0,004. Donc, ce n'est pas énorme. On fait toujours attention à l'échelle, mais on en a quand même moins. Ici, on en a 3 pour l'entraînement. Obj, Box et Class. Globalement, ça va mesurer la perte en fonction de est-ce que l'objet est bien détecté ou non. Donc, est-ce que c'est la bonne classe? Est-ce que l'objet est bien encadré?
parce que la boîte englobante est bien autour de l'objet et pas décalée. Comme on est sur la détection d'objets, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est pas juste oui ou non, ce n'est pas binaire. Donc, on prend en paramètre plusieurs pertes. Et on fait la même chose sur les données de la validation. Alors là, on voit que c'est un peu moins bon. Encore une fois, question d'échelle, on est à 0,004 et 0,003. Mais on réaugmente un peu. Ici, on est encore un peu au-dessus pour les données augmentées. Et pour la classification, on est en dessous. Ça peut être dû à quoi? Peut-être encore un manque de diversité, notamment parce que ce que j'ai fait, moi, c'est que la data augmentation, on l'applique sur les données d'entraînement. Donc, il y en avait un peu dans mes données de validation, mais très peu. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte quand on crée son dataset. Encore une fois, il n'est pas parfait, loin de là. Donc, on se rend compte qu'on aurait sans doute des améliorations de nouveau à faire sur notre jeu de données. Mais globalement, on voit que c'est meilleur. Il nous reste un truc à comparer, ce sont les matrices de confusion. Globalement, j'ai les lettres que mon modèle a prédit et ma vérité terrain. Là, c'est sur mon jeu de données de base et là, c'est sur mon jeu de données augmenté. Alors, on ne voit pas trop les chiffres. Globalement, dans le meilleur des cas, j'ai une diagonale ici qui est bleu foncé et des triangles inférieurs et supérieurs qui sont blancs. Ici, par exemple, on voit que entre le I et le Y, ce sont des signes qui se ressemblent beaucoup, et ben, on avait quand même 0,67. Sachant que le max, c'est 1, ils confondaient quand même pas mal les deux. Pareil, là, on a un 0,50 pour la lettre A et la lettre, ça va être le S. Donc, c'est pareil, c'est assez élevé comme score de confusion. C'est beaucoup moins le cas sur ce qu'on a à droite, donc avec le jeu de données augmenté. Comme on a changé la position de nos mains, la couleur des mains dans l'espace, voilà, on a joué sur plusieurs paramètres. Donc, le modèle, globalement, est moins confus, se trompe moins. Dans le meilleur des cas, on compare donc les deux avec beaucoup plus de bleu marine au milieu, c'est ce qu'on veut, on va être proche de 1 sur la diagonale et on veut essayer d'avoir en fait des triangles le plus clair possible aux extrémités. On va passer maintenant au déploiement de l'app. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Du coup, tout l'entraînement, il se fait sur le cloud? Oui, alors là, pour le coup, mon entraînement, je l'ai fait dans le cloud. C'est ce qui se fait en général, à moins que tu aies des GPU sur ta machine, quoi. Mais il faut avoir quand même des GPU assez puissants. Même en général, des PC gamers, c'est pas suffisant. Ça demande un peu plus, donc voilà. Très bonne question. Alors, je te donne le prix d'une V100S chez nous. C'est pas forcément le cas chez d'autres cloud providers. Nous, c'est 1,93 € de l'heure. Donc là, sur 2 heures, ça te donne une idée à peu près. Sachant que c'est 1,93 € de l'heure à partir du moment où tu utilises ton notebook. C'est pour ça qu'en général, les gens passent après sur un AI training. C'est-à-dire qu'ils lancent juste l'entraînement et du coup, ils payent que les 2 heures. Pas toute la partie où tu as regardé tes données. Comme ça, théoriquement, c'est fait. Tu vois, tu lances juste ton entraînement et du coup, tu payes que vraiment les 2 heures d'entraînement. Et petite pub, comparé aux autres cloud providers, on ne paye pas, nous, les coûts de transfert des données. Voilà. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Du coup, tu connais le coût de revient pour OVH, du coup, quand ça tourne pendant une heure? C'est une très bonne question, j'en sais rien. Tu sais? Je sais, mais on ne pourra pas répondre. Ok, bah je sais, moi je sais pas. Donc lui il sait, il veut pas répondre. C'est avec lui qu'il faut que tu te bagarres à la fin si tu veux la réponse. Non, en vrai, c'est une très bonne question et j'en sais rien du tout. Et bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au déploiement de l'app du coup. On va passer par Docker. Alors, vous allez voir, ça va être relativement simple. Hein. On ne fait pas des Docker files de fou. Ça va être un truc assez classique. Globalement, nous, ce qu'on a à la fin, c'est un modèle d'IA qui fonctionne. Donc, il a été créé, il a été exporté, on va pouvoir l'utiliser. Maintenant, petit script Python. Alors, je ne suis pas une super dev front, donc je reste sur des outils Python et des petites libs qui me permettent de faire des apps relativement rapidement, sans mettre du jaune fluo et du rose fluo partout de manière aléatoire. Ouais, moi aussi, mais je pense que si tu me vois faire du front...
Disons que je n'ai pas choisi le développement web peut-être par dépit. Ce que j'utilise, c'est une lib qui s'appelle Streamlit. Donc, c'est un petit framework qui permet de créer des petites applications web, des interfaces globalement, relativement rapidement. Et justement, qui vous permet de ne pas vous occuper de la partie front. Ce que je fais dans un premier temps, c'est que je viens charger mon modèle. Ce modèle, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis venue l'exporter dans un conteneur objet, donc côté Object Storage, au hasard chez OVH. Je vais venir l'utiliser. Alors ici, je mets juste en cache cette fonction-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie, à chaque fois que je teste mon modèle, de recharger mon modèle. Ça prend un peu de temps. C'est un peu lourd, on ne va pas se mentir. Donc, au lancement de mon application, je le charge une bonne fois pour toutes et je pourrai l'utiliser ensuite. Je vais y arriver. Ensuite, je crée ma fonction getPrediction. Donc, globalement, ici, je viens juste lire mon image, la transformer en bytes et en extraire sa taille. Et ensuite, je viens analyser mon image. Donc là, en fait, il y a toute la partie où je vais devoir transformer mon image, passer mon modèle dessus avec la fonction getPrediction, obtenir le résultat et remettre dans les bonnes couleurs. Sinon, vous avez un truc qui est complètement improbable avec un mélange de bleu, d'orange. Donc, on remet tout ça en RGB pour avoir un rendu correct. Et enfin, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement récupérer à chaque fois mes labels, donc c'est-à-dire la classe qui a été détectée, donc les lettres, et en fait, je viens en créer une liste, tout simplement pour pouvoir écrire mon mot. Tac. Finalement, je viens en fait coller ces lettres. J'utilise un petit fichier texte pour pouvoir sauvegarder mon mot, et je viens former mon mot et l'écrire par la suite. Et dans mon main, j'ajoute un petit outil assez sympa, c'est en fait la fonction caméra input de Streamlit qui me permet de gérer ce que vous avez dit tout à l'heure avec la prise d'image. Et donc, toute la partie bouton pour supprimer, etc., nettoyer mon contenu, et ainsi de suite. Tac, et ensuite, on passe à l'image Docker. Alors là, vous allez voir, c'est un Docker file. Vous n'avez jamais vu aussi peu de lignes, je pense. Voilà, ça s'arrête là. C'est relativement simple à déployer. Encore une fois, c'est parce que je fais un truc très basique. On a des utilisateurs qui font des choses beaucoup plus complexes, qui gèrent le back d'un côté, le front de l'autre pour avoir une partie qui tourne sur GPU, une partie qui scale, l'autre non. Voilà, là, on est sur un tuto relativement simple. Je me base sur du Python 3.8 puisque c'est ce que j'avais tout à l'heure. J'ajoute tout ce que j'ai besoin dans mon workspace. J'installe mes dépendances si nécessaire. Et je lance donc le Streamlit Run suivi du nom de mon fichier Python qui me permet tout simplement de lancer mon app Streamlit. Ce que vous voyez en bas, c'est que je donne les droits à l'utilisateur 42.42.0. C'est pour une question de sécurité côté OVH. Si vous voulez faire un Docker Run classique, vous n'en avez absolument pas besoin pour le coup. Et enfin, je passe au déploiement. Alors là, j'ai pris donc AI Deploy pour déployer mon app dans le cloud. Qu'est-ce que ça permet de faire? Déjà d'utiliser donc des GPU. Vous pouvez également choisir vos stratégies de scaling, si vous voulez de l'autoscaling, en fonction de la charge. Regardez les métriques, CPU, GPU, RAM, trigger du coup le réplica supérieur en fonction de la charge. Enfin, voilà. Ça vous permet de gérer tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Chez OVH, vous avez la possibilité de le déployer en tant que conteneur et avec un point d'entrée API pour l'interroger? Oui. En fait, ouais, tout à fait. En fait, c'est l'outil, si tu veux, c'est juste du conteneur as a service. Donc, tu mets ce que tu veux dedans. Et oui, en fait, il y a d'autres tutos. Alors là, pour le coup, c'est pas le cas, mais où il y a de l'API. Et là, je suis en train, par exemple, dans mon taf de tous les jours, de déployer YOLO V8 sous forme d'API avec de l'optimisation derrière. Donc, en fait, ouais, tu mets vraiment ce que tu veux dedans. Pour le coup, nos utilisateurs sont libres. Et ouais, tu peux faire aussi HTTP ou gRPC en fonction de ton besoin. Et donc, on va tester la seconde solution. Alors, on va retester le Hello et après, je vais vous filer le lien. Comme ça, si vous voulez tester. Alors, ok, donc je refais mon H. Ok, donc ça, c'est bon. Je vais faire mon E, que je galère toujours autant à faire et c'est...
me fout la pression. OK, donc le E, c'est bon. On ne crie pas victoire trop vite. Décidément. Non, mais vous vous moquez pas de moi parce que c'est vraiment compliqué à former certaines lettres. Alors, je suis vraiment pas coordonnée, c'est possible aussi. OK, un L. Un deuxième. OK, et il me manque le O. OK, et donc on a bien Hello, on voit que c'est quand même beaucoup plus performant que tout à l'heure. C'est pas parfait. J'en profitais pour faire un petit disclaimer. C'est une solution de test, un petit peu un POC, une manière d'apprendre le sujet. Évidemment, la langue des signes ne se résume pas à l'alphabet. Il y aurait toute la partie signée avec des mouvements derrière, toute la partie gestuelle à prendre en compte et aussi émotion et expression faciale. Et donc, forcément, ce n'est pas une solution en soi, c'est vraiment juste pour amener un petit peu le sujet et aussi avoir une manière de montrer que l'IA peut servir dans notre vie de tous les jours. Mais encore une fois, ce n'est pas une solution finale en soi. Même si je suis contente, je n'ai pas eu de bug. OK, bah, allez-y si vous voulez. Et on verra après qu'on peut aller encore plus loin. Parce que, alors effectivement, là, j'ai écrit mes mots. Potentiellement, on pourrait ajouter une partie text-to-speech avec de la prononciation derrière qui permettrait en fait de prononcer tout simplement le mot à l'oral. Évidemment, je fais l'exemple sur des lettres, sur l'alphabet, donc sur un mot. On pourrait imaginer avoir la prononciation orale de, du coup, l'alphabet signé, pour que ça aille dans les deux sens. Dans le meilleur des mondes, on pourrait imaginer qu'un jour, des personnes malentendantes puissent communiquer avec des personnes malvoyantes. Ouais. C'est une question sur le langage des signes. Du coup, là, c'est l'alphabet, mais il y a des gens qui font des mots avec leurs mains. En fait, c'est ça. Il existe déjà plusieurs langues des signes différentes en fonction des pays. Et après, il y a un petit peu comme des dialectes où en fonction des régions, même pour une même langue, ça diffère un petit peu. Et en fait, les gens signent avec les deux mains et ont vraiment un mot peut être équivalent à un mouvement en particulier. Donc, évidemment, c'est de la vidéo et c'est un mouvement détecté en soi. C'est pas juste une frame, quoi. Ouais. Alors, les lettres, bah, c'est comme nous dans l'alphabet, ça peut nous servir ou pour épeler ou autre. Mais non, ils ne parlent pas. Ouais, ah non, c'est sa question. Non, du tout. C'est pour ça qu'en fait, comme je disais, ce n'était pas une solution en soi, c'était vraiment pour amener le sujet. Mais effectivement, non, ce n'est pas une solution. Et pour avoir discuté avec une personne qui utilisait beaucoup la langue des signes, effectivement, elle me dit que c'est bien plus complexe que ça. Et en fait, bêtement, oui, naïvement, au départ, je ne connaissais pas assez la langue des signes. En fait, au fur et à mesure, on apprend qu'il y a plein de choses différentes. Et la partie expression faciale est visiblement très importante aussi à rajouter. Non, moi, avant de m'intéresser au sujet, je ne savais pas non plus. C'est possible que vous ayez des dingueries. Hein. J'ai vraiment dit que ce n'était pas parfait. Alors, si vous ne trouvez pas les signes, vous pouvez taper ASL alphabet dans votre navigateur. Pour faire le H, c'est ça. Sachant qu'il faut que du coup, ouais, encore une fois, ça dépend comment effectivement tu le montres. Pour le coup, ça va être comme ça, ou je vais pas éviter de faire une gamme à gauche, comme ça, quoi. À l'utilisation, l'accès à l'API derrière, en fait, tout est déjà généré, il n'y a pas de consommation derrière de recalcul. Non, alors là, non, effectivement. Par contre, effectivement, je ne l'ai pas précisé, je ne garde pas vos données. Hein. Genre, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, je ne garde absolument rien. Mais on pourrait imaginer que ces photos-là servent à réentraîner le modèle par la suite. Dans le meilleur des mondes, les utilisateurs peuvent contribuer. Alors, encore une fois, avec un passage humain derrière. Parce que ça peut biaiser le modèle selon qui l'utilise. Il peut y avoir de la bienveillance comme pas du tout. Et donc, il y a toujours une repasse humaine à faire derrière, quoi. Si on utilise la donnée là pour du réentraînement, non, c'est pas le consentement explicite de la Ah si, évidemment. Mes collègues, certains, il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui m'ont envoyé des photos, il y en a qui m'ont demandé, qui m'ont écrit noir sur blanc de ne pas diffuser les photos.
Et c'est tout à fait normal. Et c'est toujours compliqué quand on s'adresse à de l'être humain, notamment à des visages. Forcément, il y a cette question-là qui se pose. Après, en termes d'application, il y en a qui existent, je n'ai plus forcément les noms en tête, où il y a vraiment, donc ça commence vraiment à de la langue signée, encore une fois, langue par langue, du coup, ça ne va pas super vite. C'est loin d'être au point, mais ça pourrait servir dans des hôtels, par exemple, à l'accueil ou autre. Enfin, il y a vraiment un nombre d'applications qui est assez vaste. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de langue non plus universelle, et même au sein d'une même langue, ça diffère beaucoup. Donc, c'est compliqué visiblement à généraliser. Je pense que des personnes concernées vous en parlerez beaucoup mieux que moi, mais c'est ce qu'on a pu me remonter, en tout cas, depuis que je me suis intéressée au sujet. Alors, j'avais commencé à m'intéresser effectivement aux algos, donc avec les points, du coup. J'avais pas été plus loin, ça fonctionne très bien aussi. À Devox, on avait vu une personne qui le faisait. Donc voilà, moi j'ai testé celui-là essentiellement, mais en soi, il y en a plein d'autres qui peuvent très bien fonctionner, voire mieux aussi. Tout dépend, là pour le coup c'est de l'image, et le but c'était vraiment de détecter signe par signe et de voir comment un algo pouvait évoluer. Effectivement, pour de la vidéo, on va sans doute se baser sur autre chose que sur du YOLO, quoi. Parce que là, on n'a pas parlé de la vidéo. Si je le déploie sous forme de vidéo, qu'est-ce que c'est le risque? C'est qu'en fait, quand je vais changer de signe, par exemple quand je fais mon H et que je vais passer à mon E, entre-temps, il peut détecter potentiellement d'autres signes. Et ça, c'est un vrai problème parce que comment on fige, à quel moment on écrit la lettre, et pareil, en fait, si on l'étend à la langue des signes en général, quand quelqu'un signe, voilà, comment interpréter, comment couper les signes entre eux, comment former les phrases, etc. En fait, plus on s'y intéresse, plus on voit que c'est bien complexe, quoi. Il peut toujours avoir un enchaînement des signes. Oui. Si tu as une vidéo et que tu as des enchaînements HE, par exemple. Oui, voilà, il faut avoir ça. Mais il faut avoir tout ça dans sa base de données et réussir à le labelliser, en plus de ça. Et réussir à faire les troncages, on va dire, au bon endroit, quoi. C'est pour ça que des personnes qui s'y étaient intéressées et qui montaient une application là-dessus, disaient que c'est certains bugs, en fait, à un moment, il y a un mot complètement parasite qui va être arrivé, parce qu'il y a un bout de signe qui a été détecté à un moment donné et le modèle va le comprendre en tant que tel, quoi. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il peut y avoir aussi un autre modèle derrière qui calcule la probabilité du mot. Il y a sans doute ça qui, en fait, je pense que ce qui est à combiner, c'est alors soit plusieurs modèles d'images voire avec des réseaux antagonistes, mais aussi effectivement avec du NLP. Ce qu'on voit dans les LLM aujourd'hui, c'est juste la probabilité du mot qui suit. Donc en fait, globalement, effectivement, il y aura sans doute les deux à combiner, mais aussi à voir comment une telle solution qui combine plusieurs modèles peut être embarquée. En fait, ça c'est fait pour être sur des devices potentiellement. Ça peut être un peu lourd, donc à voir comment ça peut être optimisé, amélioré, maintenable dans le temps. Voilà. En parlant d'optimisation, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Donc, tu disais qu'il y avait Deploy pour déployer des algos d'IA sur les GPU. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'en déployer sur des CPU aussi? Oui, absolument. Alors, tu choisis effectivement ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, on n'avait que des V100S. Maintenant, on a des plus grosses cartes pour l'entraînement. On a des plus petites qui arrivent pour le déploiement. Et tu peux en déployer sur CPU. Par exemple, des modèles de langage, genre, pas la partie LLM, mais des modèles classification de sentiments, extraction d'entités. Tout ça, ça peut très bien tourner sur CPU. Et certains algos de classification d'images peuvent très bien tourner sur CPU. Encore une fois, il faut réussir à optimiser aussi le modèle. Là, j'en ai pas parlé, il y a plusieurs techniques d'optimisation. Il peut y avoir du QAT, donc en fait, tu viens optimiser ton modèle pendant l'entraînement, donc aware training ou post-training. Il y a tout ce qui est quantisation, enfin ça va après au niveau des techniques d'optimisation, il y en a plusieurs. Et il y a aussi la manière dont tu l'exportes. Là, je parlais des poids, donc moi c'est au format PT pour PyTorch. Tu as des formats maintenant ONNX, TensorRT. Tu as toute la partie Triton de chez NVIDIA qui te permet de faire de l'inférence optimisée. En gros, compacter un maximum. Et surtout aussi réussir à gérer ton GPU. C'est-à-dire que, en fait, des fois, ce qui prend du temps, c'est la partie pré-processing quand tu envoies à ton modèle les données et post-processing. Parce que quand ton modèle, il veut des tenseurs en entrée et des tenseurs en sortie, toi, tu ne vas pas le comprendre en tant qu'être humain. Tu vas regarder le truc, c'est bien, mec, mais je ne comprends pas. Et des fois, c'est ces parties-là, en fait, qui prennent presque le plus de temps.
Donc, réussir à gérer en fait ce qui se passe sur GPU, ce qui se passe sur CPU. Il y a plein d'outils qui le font maintenant. C'est juste que c'est une grosse partie de l'optimisation. Il y a souvent les data scientists qui se battent avec les machine learning engineers. Qu'est-ce qu'on a? Mon modèle est super performant, j'ai une précision de ouf, c'est trop bien. Et l'autre qui est là, ouais, mais c'est pas très rapide et c'est un peu cher. Donc voilà. Et donc dans une V2, effectivement, on pourrait carrément rajouter donc la partie audio derrière pour venir en fait prononcer le mot ou la phrase dans le meilleur des mondes pour pouvoir en fait être encore plus inclusif, voire traduire dans une autre langue. On ne sait pas. En fait, quand on combine après les modèles entre eux, on peut faire plein de choses. Encore une fois, il faut que tout se coordonne plutôt bien. Je vous propose qu'on passe à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Déjà, comment améliorer un dataset, entre guillemets, comment l'augmenter, comment avoir des données plus qualitatives, plus pertinentes grâce à la data augmentation. Donc, encore une fois, il existe des outils faits pour du data processing qui permettent d'aller bien plus rapidement. On a vu comment entraîner un modèle d'IA, donc en utilisant la puissance des GPU. Encore une fois, on évite de mettre la terre entière derrière pour ne pas tuer trop de baleines et de pingouins sur la banquise. On a pu comparer les modèles avec Weight and Biases. Si vous voulez, je vous remontrerai du coup l'interface tout à l'heure pour voir comment on peut cacher des modèles, en montrer plusieurs, les comparer. On a créé une application d'IA avec un modèle qu'on a entraîné. Et enfin, on l'a déployé donc, dans le cloud de manière donc, sécurisée et hautement disponible. Alors, je dis sécurisé, je vous ai fait filer un truc libre d'accès, mais globalement, vous pouvez avoir un mode donc, privé avec un access token ou des creds de manière très classique, ou c'est open bar et tout le monde a accès à la... Là, pour le coup, il n'y avait pas trop de failles de sécu derrière, donc c'est pour ça que je vous ai donné accès. Je pense que vous avez le QR code. Si jamais vous voulez le rescanner, vous pouvez. Merci. Donc là, c'est le thank you signé. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, je reste là. Je ne retourne pas dans ma contrée brestoise tout de suite. Et merci encore pour l'invitation. Merci à toi. Maintenant, par rapport à l'œuvre qu'on vient de voir, Ouais. est-ce que vous avez engagé des partenariats avec des écoles? Je sais qu'il y a une école à Angers qui s'appelle Charlotte Blouin, à l'Institut, qui est dédiée aux enfants sourds et non-entendants. Et donc ces enfants-là sont scolarisés dans des écoles tout à fait normales. Et je pense que ça pourrait être une aide pour les instituteurs ou institutrices, enfin professeurs des écoles, pour permettre en fait aux enfants qui n'ont pas ce handicap de pouvoir mieux capter l'aspect de l'enfant, au moins appréhender l'aspect. Alors, non, j'avais pas du tout la connaissance de cette école. Pour le coup, j'ai discuté avec un collègue brestois qui me disait que sa femme était donc malentendante et lui avait demandé, il me disait que les communautés étaient assez fermées. Donc, il m'avait dit que c'était un peu compliqué de pouvoir échanger, avoir ces infos-là. Mais c'est super intéressant. Donc, le nom, c'est Charlotte Blouin, c'est une institution. Je vais le noter. C'est à Angers. Et en fait, c'est une institution mutualiste. D'accord. Non, mais c'est super intéressant. Je me le note. Donc, ma fille aînée avait été scolarisée dans une école où justement étaient scolarisés des enfants qui étaient sourds. Et une des difficultés, en fait, c'est qu'ils faisaient avec des schémas, des images. Ouais. C'est moins facile d'appréhender les différences entre le F, un petit de etc. Donc, je pense que ça peut être une aide aussi pour le monde de nos tout jeunes et puis la façon d'appréhender ce handicap. Complètement. Oui, en fait, même, nous, je pense qu'en tant qu'entendant par chance, on ne s'intéresse peut-être pas assez. Et rien que des mots simples avec des enfants à l'école, ce qu'on apprend en premier, maison, chien, chat, famille, oui, ça peut être intéressant. Non, mais je l'ai noté. Merci en tout cas. Du coup, ce modèle, il est le passé du POC à la production et que ce soit vraiment efficace. Ouais. Donc, créer l'outil, ce serait la donnée. Ouais, aujourd'hui, ça serait de la donnée. Alors évidemment, même si on parle un truc que sur Alphabet, on voit que c'est pas parfait. Donc effectivement, ça serait beaucoup de données
encore une fois, j'avais pas assez de diversité, même si mes collègues m'ont envoyé des images, bah, mine de rien, les mains tatouées. Comme aujourd'hui, j'ai des bagues, etc. Ben voilà, faudrait des gens qui aient pas mal de diversité et des têtes. C'est tout bête, mais on voit notre tête à côté. Et ça, faut que les gens acceptent. Même si en soi les données sortent pas, elles servent à entraîner un modèle. Entre guillemets, c'est ce qu'on fait quand on accepte des conditions, hein, les cookies d'utilisation, mais d'envoyer notre donnée. Mais c'est toujours plus compliqué avec le visage des gens. Les instituts, etc., vous avez essayé d'en contacter pour pouvoir travailler avec eux et avoir de la donnée en quantité? Non, bah, comme je disais, du coup, j'avais contacté, enfin, un collègue m'avait recontacté suite à ma demande pour me dire que bah, il en parlait avec sa conjointe. Et c'est là où il m'avait dit que du coup, c'était assez fermé et du coup, pas forcément ouvert à la discussion. Encore une fois, je connais pas du tout. Donc, pour le coup, lui, c'était ce qui m'avait remonté. Je dis pas du tout que c'est une généralité ou autre. Et c'est vrai que dans la recherche, ça avait été assez compliqué. Donc, on s'était, pour le coup, restreint, entre guillemets, amis, collègues de voyage, quoi. C'est quoi pour la divulgation des données ou c'est permettre à tous En fait, visiblement, entre communautés, alors, encore une fois, j'ai jamais pu discuter ou échanger avec ces personnes. Entre communautés, les communautés entre elles ne s'entendent pas forcément et n'ont pas forcément non plus la même manière de signer certains mots. Et certaines sont un peu cloisonnées visiblement. Donc du mal déjà à discuter entre elles. Et il y a aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est vrai, mais qui est vrai pour tout être humain, c'est un peu de la peur de l'IA. On ne va pas se mentir, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément bien vu partout. Il y a deux cas, soit la personne va être à fond et presque croire mot pour mot tout ce que dit ChatGPT, et c'est un truc de dingue, et la personne va adorer ça. Un point de vue que je peux comprendre, mais tu as le cas extrême où rien que mes grands-parents, l'autre jour, quand je lui ai dit que leur Google Home, c'était l'IA, c'était prêt à la balancer par la fenêtre, quoi. J'ai dit, mais ça fait 3 ans qu'elle est là. Et en fait, il y a des gens qui en ont peur et qui ont l'impression, et je peux comprendre, quand on n'est pas dedans, ben voilà, puis ça reste puissant, certains algos restent puissants, voilà, derrière c'est des maths, mais je peux comprendre que certaines choses font peur, et surtout qu'une personne parfaitement entendante arrive en disant bonjour, je veux des photos ou des vidéos de signes pour entraîner mon IA. Effectivement, il y a tout le contexte à exposer, mais voilà, je peux comprendre qu'au premier abord, on se ferme un peu. Il faut savoir comment C'est ça, il faut savoir comment l'amener. Puis encore une fois, je ne sais pas signer, mis à part ces quelques lettres, pour échanger avec des personnes malentendantes, mis à part par mail, si on les rencontre un jour en vrai, ça reste une barrière qui est énorme. Et c'est ce que permettrait de faire des applications qui fonctionnent comme ça aussi. Mais il y a cette barrière-là à passer, ou alors il faut des personnes qui parlent les deux langues, la langue française signée et la langue française parlée. Ouais. Et moi, j'ai cette barrière-là que je ne connais pas la langue des signes et qu'avant ça, je ne connaissais pas de personnes malentendantes non plus. Donc, on arrive souvent en voulant faire les choses bien, mais en fait, c'est vrai qu'il faut faire attention des fois comment l'amener. Et ça ne doit pas forcément être facile à vivre pour ces personnes non plus. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est d'autres questions. Je veux savoir si tu penses qu'il y a des modèles qu'on pourrait créer, qui pourraient étendre ce projet-là, parce qu'on essaie de faire tomber un handicap, en tout cas de l'activité, pour les personnes qui seraient non-voyantes, malvoyantes, avoir de l'audio description comme elles peuvent en avoir sur certains de Oui. Dans l'instant. Absolument. Alors, j'ai rencontré une personne qui a monté une start-up il y a quelques mois de ça à Brest, qui est incroyable. L'application s'appelle Orion, il me semble, qui fait ça. Donc, en fait, c'est une app, je crois disponible sur Android et iOS. En gros, tu as ton téléphone, tu as ton appui téléchargé, tu fais ça dans ta pièce et c'est un beeper. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si tu lui dis, je cherche mes lunettes ou autre, et donc, si tu passes ton téléphone, l'IA va scanner la pièce, et c'est un algorithme de détection d'objet pareil. Quand ça va détecter les lunettes, ça va faire bip, 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 et plus du coup la personne rapproche de l'objet, plus ça sonne fort. Et ça existe, c'est en prod. Ils sont à la version 2, je crois. C'est assez impressionnant ce qu'ils font, et donc ça se fait bien. Avec des algos de détection d'objets comme ça, ils rajoutent forcément la notion de distance qui est assez compliquée à gérer. On n'en parle peut-être pas assez, mais la notion de distance à l'objet,
Quand il y a des perspectives différentes, des luminosités différentes, c'est pas forcément facile à avoir. Et donc, cette partie vocale, parce qu'en fait, l'app, elle se commande vocalement. Donc voilà, il y a toute cette partie-là et ça existe. Et c'est une assez jeune entrepreneuse. Elle est très gentille. Je vous invite à aller regarder. Orion. Je vais vous donner l'orthographe. Je ne sais plus s'il y a un O. Un O ou deux O. Alors, il y a peut-être deux O. Il y a deux O. O-O-R-I-O-N. Et donc, la créatrice s'appelle Stéphanie Robieux. Et donc, il me semble que... Alors, ils ont fait un mode premium, il me semble, pour des use cases assez particuliers. Là, ils étaient sur le fait que la personne pouvait maintenant, en envoyant un certain nombre d'images de sa vie quotidienne, peut-être que nous, on a besoin de trouver des clés, des lunettes, des verres, des tasses, et qu'elle, elle a besoin de trouver, je sais pas, de la laisse de son chien, et un objet qui est hyper particulier, d'une couleur particulière. Elle va pouvoir envoyer ses photos, ça va retrain le modèle qui va s'adapter, et du coup qui va être capable maintenant de détecter cet objet en particulier là. Ou un caddie, par exemple. Et non, j'ai vu la démo de l'app, parce qu'en plus, elle a eu le courage de le faire en temps réel et en live, et c'était assez impressionnant. Donc ouais, ça existe. Alors à entraîner, ça se fait, du coup, ça se fait bien. Mais il faut réussir à combiner du coup, les modèles entre eux. Et elle me racontait qu'il y avait une grosse partie forcément optimisation. Parce que forcément, il faut que ça tourne sur smartphone. Quoi. Donc voilà. Visiblement, c'est quand même plus avancé pour les personnes malvoyantes que pour les personnes malentendantes. Ça semble, entre guillemets, moins complexe à gérer la partie vision que la partie... audio ou signe dans les deux sens, quoi. Oui. Oui, on a un gros retard là-dessus. Il n'y a pas aujourd'hui... En tout cas, en Europe ou en France, je ne connais pas de vraiment bonnes solutions TTS qui existent. Quoi. Les dernières que j'utilise, c'est celle d'NVIDIA. Alors bon, elles aiment bien, mais on aime moins le prix de leur licence, quoi. Mais qui fonctionnent bien. Et on arrive moins sur une voix ordinateur qu'avant, parce qu'avant, la voix était aussi assez atroce. Là, on arrive sur une voix vraiment plus humaine et où on peut aussi personnaliser la voix. Donc, en ayant un échantillon, je ne sais plus, de 100 minutes, je crois, de notre voix, peut donner notre voix entre nos modèles. Bon, encore une fois, attention aux déviations de ce type d'usage, mais c'est faisable. Ok. Pour la SNCF, en fait, avec le recruté pour enregistrer sa voix. C'est pour ça que dans les gardes de France, ça tendance à devenir la retraite. Tu t'aurais pu faire les lettres. Je veux un P. Moi, je l'ai fait à l'OMC. Je propose qu'on continue les questions et les discussions autour de la pizza. Un grand merci, Eléa. Merci à vous.